Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public, pour cette émission thématique qui sera consacrée à la gastronomie dans nos frontières et hors de nos frontières, et pour laquelle nous avons le plaisir de recevoir Jean-Robert Pitt. Jean-Robert Pitt, bonjour. Bonjour. Quand je dis nous, c'est François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, et Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Jean-Robert Pitt, vous êtes géographe, vous êtes professeur émérite et ancien président de l'Université de Paris 4 Sorbonne. Depuis 2008, vous faites partie de l'Académie des sciences morales et politiques, dont vous avez été 6 ans le secrétaire perpétuel. Spécialiste du paysage et de la gastronomie, vous figurez également parmi les membres de l'Académie du vin de France. Vous présidez depuis 2008 la mission pour le patrimoine alimentaire français. Elle a permis l'inscription en 2010 du repas gastronomique des Français au patrimoine immatériel de l'UNESCO. La France, en effet, a cultivé l'art de bien manger et de bien boire tout au long de son histoire, au point d'en faire un élément essentiel de son art de vivre. Notre histoire gastronomique remonte aux Gaulois et à leur art du banquet, alors que les repas offraient l'occasion d'affirmer son rang, sa richesse et son prestige. Le règne personnel de Louis XIV marque un tournant décisif dans la gastronomie française. Elle se démarque du modèle hérité de Rome pour affirmer le pouvoir du roi sur la haute noblesse et l'éclat de la France en Europe. Les premiers restaurants naissent en France, à Paris, au tournant de la Révolution, ainsi que le terme de gastronomie en 1801, sous la plume du poète Joseph Berchoux, du poète oublié Joseph Berchoux. Les recettes de terroir intègrent le patrimoine culinaire au cours du XXe siècle et la gastronomie devient un rouage essentiel de l'identification à la nation, à forte dimension politique et géopolitique. Encore aujourd'hui, l'attachement des Français à leur patrimoine culinaire est important. Selon un sondage de l'IFOP, 3/4 d'entre eux déclarent bien cuisiner, plus de la moitié des sondés s'essayent au moins une fois par semaine à la préparation de plats qui sortent de l'ordinaire. La réputation internationale de la gastronomie française n'est pourtant pas assurée. En 2015, le classement des 50 meilleurs restaurants de la revue britannique Restaurant ne compte aucun chef français dans le top 10 et seulement 4 parmi les 50 premiers. Les critères de ce classement sont vivement critiqués et une liste alternative, créée la même année et fondée sur la compilation de 200 guides nationaux, place la France au 2e rang mondial, derrière le Japon, pays que vous connaissez particulièrement bien. En parallèle, de nouvelles cuisines s'affirment sur la scène internationale, parfois soutenues par leur gouvernement dans le cadre d'une politique de gastrodiplomatie. Ainsi, le programme Global Thai, lancé en 2002 par la Thaïlande, a permis de multiplier par 3 le nombre de restaurants thaï dans le monde en moins de 20 ans et d'attirer plus de 30 millions de visiteurs dans le pays en 2016. Ces dernières années, les contours du paysage gastronomique mondial ont rapidement évolué sous l'effet de nouveaux enjeux. Avec la mondialisation, les nouvelles tendances culinaires se créent et se diffusent à une vitesse sans précédent, mais ne s'intègrent pas toujours avec succès aux cuisines nationales. La montée en puissance de la consommation dite engagée interroge nos modèles alimentaires, tandis que de nouveaux préceptes de santé publique remettent en cause certaines de nos traditions culinaires, comme la consommation du vin. Nous aurons sûrement l'occasion de parler de ce conflit entre certaines normes et nos traditions, mais avant, Jean-Robert Pitt, puisque je l'ai dit, vous avez une particulière connaissance du Japon et de la gastronomie japonaise, je voudrais vous demander ce qu'il en est de la gastronomie japonaise, pas seulement dans quel état elle est aujourd'hui, mais pourquoi elle n'est pas au patrimoine immatériel de l'UNESCO et quel est le rapport des Japonais à leur gastronomie comparé à notre rapport. Bon, vaste question. Alors, le repas gastronomique japonais qu'on appelle le washoku est au patrimoine immatériel. Il est entré 3 ans après la France en 2013, alors que les Japonais avaient voté à l'UNESCO contre l'inscription du repas gastronomique français, trouvant que c'était pas de la culture. Et puis 1 an ou 2 ans après, ils ont réfléchi, et donc la mission du patrimoine et des cultures alimentaires que je préside les a aidés à monter le dossier. Donc on est maintenant à égalité, sans rancune. Donc c'est vraiment au patrimoine. Alors au Japon, la situation est assez différente de la France. D'abord parce que il y a énormément de restaurants au Japon.
Japon, c'est le pays au monde où on mange le plus en dehors de chez soi, et du petit bistrot où on mange un bol de nouilles, souvent magnifique d'ailleurs dans les gares ou dehors, dans les marchés, jusqu'aux restaurants gastronomiques. Il y a un guide Michelin japonais avec beaucoup de restaurants qui ont 3 étoiles de cuisine japonaise, largement mérité. Je crois qu'il y a une tradition qui se maintient mieux au Japon de la transmission des savoir-faire dans le milieu professionnel. Dans les familles, je crois que la situation est la même qu'en France. Les Japonais et les Japonaises cuisinent de moins en moins, considèrent que puisqu'on travaille, on n'a pas le temps de cuisiner, ce qui est idiot complètement, parce que la génération de mes parents, enfin ma mère travaillait 10 heures ou 12 heures par jour, et elle faisait la cuisine midi et soir, et le week-end aussi. Donc la raison est mauvaise. Mais la transmission familiale s'est beaucoup perdue au Japon. En revanche, la transmission professionnelle est à un très haut niveau, et je pense que c'est le pays, peut-être avec l'Italie, où on mange réellement le mieux au monde. Béatrice Gibelin. Ça sera une question de géographe. Un géographe, voilà, 3 grandes cuisines, dit-on, chinoise, japonaise, vous venez d'en parler, et française. Et quand on lit soit votre atlas que vous avez publié il y a déjà maintenant quelques temps, mais aussi tous vos écrits, on se rend compte combien dans l'histoire de la gastronomie française, la place à la fois des caractéristiques géographiques de la France, qui est quand même un grand État à l'échelle de l'Europe, de la Méditerranée au nord de la France, des embruns de l'Ouest. Plus les dom-toms. Plus les dom-toms, mais j'étais pas encore arrivé là. Pardon. Mais vous avez parfaitement raison. Et aussi, bien évidemment, l'histoire, l'importance de l'histoire et du rôle, on a évoqué Louis XIV, Philippe Meyer dans sa présentation, de la royauté, dans la mise en scène et la mise en valeur de la gastronomie française. Et ma question était, comment on explique la grande cuisine chinoise, ou ce qui est considéré comme une grande cuisine, et de même pour le Japon? Est-ce que c'est ce même alliage de géographie ou d'histoire, ou est-ce que c'est autre chose ? Alors, moi, je ne crois pas à la diversité. Enfin, c'est ce que disent beaucoup de cuisiniers. La France a la meilleure cuisine au monde parce que nous avons une immense diversité de terroirs. La diversité est aussi grande en Italie, en Allemagne, dans beaucoup d'autres pays Chine. De la taille. En Chine, alors en Chine, n'en parlons pas, parce que la taille est beaucoup plus grande. Donc, les terroirs et les dispositions naturelles, si je puis dire, agricoles du pays, sauf dans des petits pays comme le Luxembourg ou Monaco, il y a une très grande variété partout. Mais il y a des facteurs culturels qui ont joué un très grand rôle, je crois, dans l'émergence d'une haute gastronomie aussi bien en Chine qu'en France. D'abord, il y a un facteur religieux dans les deux cas, c'est que le contexte religieux du taoïsme et du bouddhisme en Chine n'a jamais condamné le bien manger, voire l'excès d'alimentation et de boissons. Pas plus que le catholicisme, à la différence de l'Europe du Nord, où le christianisme, à partir du XVIe siècle, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de différence jusqu'au XVIe siècle, mais la Réforme crée une sorte de réticence vis-à-vis du bien manger, une sorte de puritanisme qui existe encore et qu'on voit très bien en Amérique du Nord aussi. Mais ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir de temps en temps des excès comme le binge drinking. Monsieur l'ambassadeur connaît bien le sujet. Il a même écrit sur ce sujet. Donc le contexte moral fait que, je dirais, pour simplifier, chez les catholiques, il y a 7 péchés capitaux, dont la gourmandise, et il y a... la gloutonnerie. La gloutonnerie, mais... Parce que c'est le 19e siècle qui a traduit la gloutonnerie en gourmandise. Oui, gloutonnerie, comme on dit en anglais. Mais il y a surtout 2 catégories de péchés. C'est une autre classification, le péché véniel et le péché mortel. Or, on peut dire, je crois que dans la vision catholique morale de l'alimentation, la gourmandise ou la gloutonnerie n'est jamais un péché mortel. C'est un péché qui est toujours véniel. Il faut vraiment le vouloir en disant, je vais dire que je ne crois pas en Dieu, donc je vais me saouler et m'indigérer. Ça n'existe pas. Donc ça, c'est le contexte moral. Tandis que en Europe du Nord, ou même en Espagne, pays catholique, mais qui a connu une période à partir du XVIe siècle de puritanisme, où tout le monde rentre au couvent et où trop bien manger, alors qu'il y a une monarchie, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout le contexte pour avoir une grande cuisine, mais elle n'a pas émergé. Et en Italie,
Pourquoi il n'y a pas eu une très grande cuisine italienne homogène, en tout cas de cours qui a émergé? Tout simplement parce que l'Italie est restée divisée en petits États jusqu'au XIXe siècle, tandis qu'en France, le vrai facteur, c'est bien sûr le facteur politique. Il y a une exposition à la Conciergerie magnifique en ce moment sur Paris, capitale de la gastronomie, qui commence par l'évocation du banquet offert par Charles V à son cousin Charles IV et à son neveu, le roi de Rome, et où on voit ce banquet incroyable qui a eu lieu au Palais de la Cité, en 1378, préparé par Guillaume Tirel, dit Taïwan, où il y a 3 services de 30 plats, et on a le menu. C'est tout à fait extraordinaire. Mais c'est surtout à partir des Valois pour les arts de la table. La cuisine ne change pas beaucoup sous les Valois. Et à partir de Louis XIV, qui lui est à la fois un gourmand, un gourmet, et qui veut créer toutes sortes d'expressions artistiques, peinture, musique, sculpture, architecture, art du vêtement, etc., à la gloire de la France, et surtout pour rendre la France autonome par rapport à toutes les influences qu'elle a pu avoir de l'Italie ou d'ailleurs. Et donc il ordonne à ses cuisiniers, dans la première moitié de son règne, de créer une nouvelle cuisine. C'est Jean-Louis Flandrin avait très très bien montré ça, qui n'est plus une cuisine à base d'épices, de verjus, de choses très acides, qui était peut-être bonne pour le régime d'ailleurs, parce que les gens étaient minces. Et là, on passe au beurre, à la crème, aux viandes engraissées, aux chapons, aux poulardes, aux veaux de rivière, qui sont merveilleux, mais qui font prendre de l'embonpoint. On voit les statues de la Vierge dans les églises à partir du règne de Louis XIV, elles ont des formes, tandis qu'avant, elles sont comme les mannequins anorexiques à la mode aujourd'hui. Voilà, donc c'est le facteur politique, et qui, alors curieusement, depuis Louis XIV, ça ne s'est jamais démenti. C'est-à-dire les 3 derniers Bourbons, puis Napoléon, qui ne s'intéresse pas à ce qu'il a dans son assiette, mais qui sait qu'il ne peut pas être empereur et être admiré à la fois par les Français et par le monde entier s'il n'y a pas une grande cuisine. Et Carême, qui est l'équivalent de Taïwan, Antonin Carême invente une cuisine extraordinairement complexe, décorative, même si Napoléon s'en fout complètement. Et puis après, pareil, que le 19e siècle, avec les différents régimes, la Restauration, la monarchie de Juillet, le Second Empire, les républiques, il n'y a pas un président de la République, depuis 1871, qui n'ait pas accordé une grande importance au banquet. Et souvenons-nous du banquet des maires en 1889 et en 1900, ce sont des moments de communion autour des valeurs de la nation, de la République, grâce à la gastronomie. Et ça, c'est... Et ça, c'est que français. C'est-à-dire que la France... Au Japon, par exemple. Alors, le Japon n'est pas une culture exportatrice. Enfin, le Japon n'est pas militant. Les Japonais détestent parler d'eux-mêmes. Ils ont été des très mauvais colonisateurs, bien pire que nous. Et ils ne savent pas exporter leur savoir-faire. Ils savent exporter leurs produits maintenant, mais quand ceux qui ont interrogé les premiers ministres japonais par hasard n'en tirent rien. Ils ne savent pas répondre. Ils n'ont pas l'habitude de parler. Et donc, la haute cuisine japonaise, il n'y a aucun Français qui sait la faire. Tandis qu'il y a des Japonais qui sont venus en France chez les grands chefs et qui sont revenus au Japon et qui ont des restaurants de cuisine française, mais à tomber à la renverse. Vous ne pouvez pas imaginer la qualité de cette cuisine, qui n'est pas une cuisine japonaise. Il y a peut-être parfois quelques influences, mais qui est une cuisine française parfaitement interprétée, parce qu'ils rentrent dans la culture de l'étranger, alors que nous ne savons pas très bien le faire. Nous savons exporter notre talent, notre culture, nous sommes depuis les croisades, hein, on aime beaucoup, on a un message à transmettre au monde. Écoutez la France, comme c'est bien, comme c'est beau, et en matière de cuisine, on est parfaitement comme ça. Dans la pièce de Flair et Caillavet, l'habit vert, le président de la République se plaint qu'il mange très mal, mais qu'il ne peut pas renvoyer le cuisinier parce qu'il est 33e degré ou 33e grade, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est-à-dire plus haut que lui dans la franc-maçonnerie. François Bujon de l'Étang. Oui, vous avez fait allusion tous les deux au péché véniel et au péché mortel. Il y avait dans ma famille un prêtre, c'était un grand-oncle, c'était l'abbé Charles Bujon, qui disait toujours « La gourmandise n'est pas du tout un péché. Le bon Dieu a créé toutes ces bonnes choses magnifiques parce qu'il nous aime. Et par conséquent, leur faire honneur, c'est au fond faire honneur au bon Dieu dans sa création. » Il disait c'était un saint homme. Oui, un saint homme. Disait-il, le bon appétit pour les bonnes choses n'est pas un péché, c'est une action de grâce. C'était pousser les choses un peu plus loin. Mais c'est parfaitement catholique, en tout cas. C'était vraiment un saint homme. Parce que
Dans un genre voisin, j'ai eu dans ma famille un ecclésiastique qui, le dimanche, quand il voyait un rôti, lui faisait un signe de croix sur le rôti, il te disait « Je te baptise saumon ». Voilà. Et jusque-là, mais enfin, pardon c'est une action de grâce. De vous interrompre, mais le cardinal de Bernis, qui était peut-être pas tout à fait un saint homme, mais disait sa messe au grand Meursault, dit-on, pour ne pas faire la grimace au Seigneur en communion. Très bien. Alors moi j'avais une question volontairement provocante à vous poser, au risque de rallumer les guerres de religion. Comment se fait-il que l'on mange bien dans les pays catholiques et qu'aucun des pays protestants n'ait de grande gastronomie à proposer ? Mais ce que j'ai essayé de dire peut-être maladroitement, c'est que le puritanisme a touché l'Europe du Nord et par ricochet l'Amérique du Nord à partir du moment où les WASP ont dominé les États-Unis et le Canada. Et trop bien manger, finalement, c'est une sorte de péché, même si le mot péché n'a pas le même sens chez les protestants et chez les catholiques. Mais en tout cas, c'est pas bien. On voit d'ailleurs chez les catholiques un peu néo-jansénistes et les catholiques aujourd'hui pratiquants, ou chez le pape François, on voit très bien que, alors ils mangent à la cantine avec les cardinaux, mais enfin la table du pape n'est pas réputée, me semble-t-il. La table de Jean-Paul II n'était pas réputée non plus, mais alors il adorait la vodka et la bonne cuisine de sa Pologne natale, donc c'était pas raffiné, mais en tout cas il se tenait bien à la table. Lustiger a beaucoup témoigné à ce sujet. Donc, je crois qu'il y a un facteur moral. Il y a le fait aussi que on peut dire que l'Europe du Nord et les pays protestants ont apporté quelque chose. Philippe Meyer a évoqué les classements actuels, en particulier à celui du 50 Best qui est sponsorisé par San Pellegrino. Et les restaurants les plus réputés sont en Europe du Nord, en particulier un fameux Redzepi à Copenhague, où on sert les produits de la nature. Et alors ça influence maintenant la cuisine française, c'est-à-dire le cuisinier qui prend son chapeau, qui va ramasser des herbes folles dans la montagne, ce que Michel Bras a fait à l'Aïol, ou ce que Marc Vera a fait dans les Alpes, et puis qui vous fait une cuisine improvisée à partir de la nature. Ça, pour moi, c'est profondément protestant. C'est comme on ne peut pas représenter Dieu, comme on ne peut pas le voir, la nature est l'image de Dieu. Et donc une cuisine qui est la moins compliquée possible à partir des produits de la nature. Regardez une photo, si vous n'avez jamais mangé ce plat, le gargouillou de jeunes légumes de Michel Bras à l'Aïol. C'est une espèce de jeter des herbes folles et on jette ça dans l'assiette et puis ça tombe comme ça peut. Donc il y a une petite fleur là, une petite feuille là, des gouttelettes de sauce à droite à gauche et vous avez l'impression d'être dans un alpage. Marc-Olivier Padis. Oui, pour rester sur les questions historiques, vous avez commencé à évoquer une transformation du goût à l'époque de Louis XIV. Il y a des historiens de la cuisine qui essayent de refaire des plats du Moyen-Âge, parfois en remontant, trouvant des recettes de l'Antiquité. Et si j'ai bien compris, en fait, ça aboutit à des plats qui, pour nous, sont pratiquement immangeables. Et donc, comment est-ce qu'on peut résumer cette transformation du goût ? Vous avez évoqué la disparition du verjus, mais le fait qu'on avait des choses très vinaigrées, des viandes qui avaient évolué. Et donc, comment est-ce que vous voyez, cette grande évolution dans notre rapport au goût ? Je pense. Dites un mot du verjus, je suis pas sûr que tout le monde. Le verjus, ce sont des raisins verts, donc que les vendangeurs ne récoltent pas parce qu'ils sont pas mûrs. En général, c'est ce qui pousse en haut des vignes. On les voit parce que c'est la deuxième floraison. Et donc, au moment où on vendange en septembre, enfin maintenant on vendange plutôt en août d'ailleurs, mais il reste des grappes complètement vertes. Alors, on ramasse ces grappes, on les presse, ça donne un jus extrêmement acide qui n'est pas bon, comme ça, mais qui rentre dans la cuisine et qui permet de donner une certaine acidité. Ce qui est certain, c'est que la cuisine médiévale de tout l'Occident, de toute l'Europe, est une cuisine extrêmement acide
est extrêmement riche en épices. Alors surtout dans la haute société, mais pas seulement, parce que ça s'est transmis même au milieu populaire. On sait qu'en Limousin, on utilisait beaucoup de gingembre au Moyen-Âge, par exemple. Et le gingembre, quand c'est frais, c'est quand même puissant. Mais alors la quantité invraisemblable d'épices qu'on utilise dans la cuisine, il suffit de lire le viandier de Taïwan, écrit au XIVe siècle, c'est 7, 8, 10 épices, très rares et très chères, qui viennent donc par le commerce avec les Arabes en Méditerranée orientale et qui viennent d'Asie du Sud-Est, et qu'on utilise à foison dans la cuisine, parce que c'est un signe de richesse. C'est de même qu'après, on mettra beaucoup de beurre. Quand Fernand Point, le grand cuisinier de Vienne, dit la grande cuisine, c'est très simple, donnez-moi du beurre, encore du beurre, toujours du beurre. Et ça aboutit encore récemment à Joël Robuchon, cuisinier très très classique, connaissant ses gammes à la perfection, et qui invente une purée dans laquelle il y a autant de beurre que de pommes de terre, et qui est une merveille absolue parce que c'est le petit Jésus en culotte de velours. Mais c'est pas très bon pour les coronaires. Mais Marc-Olivier faisait référence à l'évolution du goût et rappelait que certains de ces aliments ne les mangerions plus. Certains de ces vins, d'ailleurs, étaient conservés aussi. Je me souviens que dans le livre de Jean-François Revel, Un festin en paroles, il raconte que certains vins, je ne sais plus très bien lesquels, étaient conservés dans des amphores avec de l'eau de mer, mélangés avec de l'eau de mer. Est-ce qu'on peut se faire une idée de... On fait du vin à la manière antique aujourd'hui. Du vin à la manière médiévale, c'est simple. Il suffit de presser sa vendange, de la mettre dans des tonneaux sans soufre, sans aucun conservateur, et donc ça dure jusqu'à Pâques. Après Pâques, il fait chaud et le vin devient du vinaigre. On ne pouvait pas, en France, boire du vin jusqu'à l'invention de la mèche de soufre, qui est une invention des Hollandais, parce qu'eux avaient besoin de transporter le vin. Le petit âge glaciaire faisait qu'on ne pouvait plus cultiver la vigne en Europe du Nord, donc les Anglais, les Hollandais, les Allemands de la Hanse transportaient du vin depuis Bordeaux, depuis le Portugal, depuis l'Espagne, jusqu'en Europe du Nord, et ce sont les Hollandais qui découvrent que, en brûlant un peu de soufre dans la barrique, ça la désinfecte complètement, et le vin se conserve 1 an, voire 2 ans. Plus après, alors ils inventent la bouteille, le bouchon, etc. Mais ça, c'est une autre histoire. En revanche, dans l'Antiquité, ce qui est très curieux d'ailleurs, c'est que le soufre, quand on va à Naples, il y a du soufre partout, et jamais les anciens n'ont eu l'idée de désinfecter les amphores ou de mettre un tout petit peu de poudre de soufre dans le vin, mais pas beaucoup parce que sinon ça fait mal à la tête et c'est pas très bon, mais un tout petit peu, ce qu'on fait maintenant, et ça désinfecte admirablement. Et donc on peut conserver le vin, un vrai vin, c'est-à-dire uniquement du jus de raisin fermenté pendant très longtemps. Dans l'Antiquité, on ne sait pas faire ça. Donc les amphores, puis après les tonneaux, puisque les Celtes développent l'usage du tonneau qui est plus pratique à transporter et à rouler que les amphores qui sont très très lourdes. Mais en tout cas, pour conserver le vin, on y met de l'eau de mer, de la poix surtout. Si vous vous souvenez, le raisiné grec qu'on buvait il y a 30 ou 40 ans, c'était difficile, il fallait s'accrocher à la table, tellement il y avait de résine à l'intérieur. Bon, ça c'est un héritage de l'Antiquité. Donc de l'eau de mer, qui désinfecte, du miel, du plâtre et toutes sortes d'herbes, de l'hysope, etc., qui permettent, quand on va en Géorgie, que le vin est conservé dans des gvevri, qui sont des grandes jarres, des dolias enterrés, et au-dessus du vin, qu'on garde plusieurs mois, il y a une énorme couche d'herbes sauvages, mais bien choisies, et qui sont destinées à protéger. Néanmoins, le vin est quand même très oxydé, mais il ne se transforme pas en vinaigre. Parce que le problème, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi quand j'étais petit, j'ai fait ma maîtrise sur les vins du Bugey, dans le Jura méridional, où il y avait pratiquement, le vin ne se vendait pas en dehors de la région. Et donc les petits paysans, les petits vignerons faisaient leur vin, qu'ils vendaient comme ils pouvaient. Il n'y avait même pas de cubiténaire à l'époque, donc les gens apportaient leurs bouteilles, ils prenaient le vin, ça se conservait très 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 mal. Et moi je me souviens, c'était l'hiver 69-70, beaucoup de vins étaient avec un goût acétique très très prononcé, donc ça tournait en vinaigre très très facilement. Donc maintenant on sait faire des vins très propres et on arrive à mettre très peu de soufre, pas de soufre du tout, ce qu'on appelle les vins nature, très à la mode aujourd'hui dans le 11e arrondissement de Paris, dans les quartiers bobos. Il y a quand même beaucoup d'accidents.
Les vins nature ont tendance à tourner, à s'oxyder. Donc je pense qu'un peu de soufre ne nuit pas à la vertu. François Bujon de l'Étang. Alors, je voulais vous poser une question générique, si j'ose dire. Vous aviez organisé il y a quelques années à l'Académie des vins de France un colloque sur les ennemis du vin, auquel vous m'aviez fait l'amitié de m'inviter à participer. Avec votre fille, autant que je m'en souviens. Avec ma fille, parfaitement, et nous avions parlé de la prohibition. La prohibition, oui. C'est ça. C'était formidable. Et alors, j'allais vous retourner la question pour ce qui concerne la gastronomie. Quels sont les ennemis de la gastronomie, au fond? On les voit très bien, les ennemis de la bonne chair, je devrais dire d'ailleurs, plutôt que les ennemis de la gastronomie. On le voit très bien avec les modes ou avec les dictates d'un certain nombre de militants écologistes ou autres, ou véganes. Jean-Robert Pitti. Alors, le principal ennemi, c'est la paresse, c'est le laisser-aller. Les gens qui ne s'aiment pas n'aiment pas bien manger. Parce que bien manger, c'est se dire à soi-même, bon, je t'aime suffisamment, je vais nourrir cette vieille carcasse, et puis essayer de lui procurer un peu de plaisir. Mais beaucoup de gens ne s'aiment pas. C'est bien dans le judaïsme et dans le christianisme, il y a cette phrase qu'on trouve dans l'Ancien et le Nouveau Testament, aime ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain, on peut y arriver, mais s'aimer soi-même, c'est pas de la tarte, si je puis dire. Donc les gens ne s'aiment pas, par conséquent ils s'auto-punissent dans plein de domaines, tout en donnant l'impression que c'est la grande liberté, qu'on peut faire tout ce qu'on veut en matière sexuelle, etc. Mais en fait ils ne s'aiment pas. Et je pense que si on ne s'aime pas, la gastronomie décline. Béatrice Giblin. Oui, pour rester sur ce terrain de ceux qui n'aiment pas, ou on pense qu'ils n'aiment pas, quelles sont les conséquences, y compris sur la gastronomie, de tout le discours ambiant sur aujourd'hui le bien manger, c'est manger pas gras, c'est manger peu de viande, c'est les légumes qui est tout à fait valorisé. Il y a même des restaurateurs, des cuisiniers qui se spécialisent uniquement dans le légume. Donc quels sont les aspects, on va dire, positif de tout ce discours d'hygiène et de prévention? Vous avez évoqué les coronaires dans votre première intervention. Voilà. Mais quels sont les aspects positifs, mais aussi les aspects négatifs de cela, sur ce qui peut être l'évolution? On parle plus de nouvelle cuisine, mais au fond d'une évolution importante du rapport à l'assiette et au bien manger. Moi, je trouve que c'est plutôt une évolution négative, parce que nous sommes une espèce animale omnivore. On ne peut pas dire que la viande, que c'est pas bon pour la santé, etc. Le tout, c'est d'avoir une alimentation équilibrée, qui varie d'ailleurs d'un individu à l'autre, parce que notre métabolisme n'est pas le même. Donc certains peuvent manger plus de gras sans avoir de mauvaises conséquences, d'autres moins. Bon, pareil pour les boissons fermentées, enfin les boissons dans lesquelles il y a de l'alcool, ça varie d'un individu à l'autre. Mais je trouve que cette mode actuelle du légume, si possible bio ou élevé en biodynamie, c'est-à-dire selon les principes cultivé selon les principes de quelque chose qui est quand même particulièrement sectaire. Quand on étudie la biodynamie, très à la mode dans le monde de la vigne et du vin, et qu'on voit les sources, c'est Steiner, inspirateur du nazisme, c'est pas très glorieux. Et c'est très à la mode aujourd'hui. Beaucoup de jeunes chefs qui ont fait des stages en Europe du Nord, qui ont fait des stages parfois dans des lieux qui relèvent plus ou moins du sectarisme, sont très allumés presque, je dirais, sur ces questions-là. Il faut rien jeter, donc les épluchures de carottes, c'est bien mieux que la carotte, et on en vient à un ersatz de religion. C'est-à-dire c'est un substitut de religion dans le domaine alimentaire, et comme dans bien d'autres domaines de notre culture d'aujourd'hui. Et moi, ça me chagrine. Marc-Olivier Padis. Vous avez évoqué tout à l'heure la différence entre transmission familiale et transmission professionnelle. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de professionnalisation du discours sur la cuisine,
On voit bien une mise en valeur des métiers de la cuisine, des chefs qui sont des personnes qui sont interviewées, qui sont très très présentes. Et même les livres de cuisine. Pendant longtemps, c'était des livres, le livre de Marie, le livre de Françoise, etc., qui étaient pour de la cuisine familiale. Aujourd'hui, on a des livres de cuisine qui sont magnifiques, avec des photos absolument sublimes, de chefs très à la mode, sur des choses très très pointues. Et même les émissions de télévision qui étaient consacrées à la cuisine, pendant longtemps, dans les années 60-70, c'était une cuisine familiale. Aujourd'hui, c'est des chefs qui sont mis en concours, des jeunes chefs dont on teste la personnalité, la créativité, etc. Et donc, est-ce que vous ressentez ce passage vers une orientation finalement très professionnelle de la cuisine qui peut décourager aussi les ménages à se lancer dans la cuisine, qui a l'air d'être quelque chose finalement de sacré ou de très compliqué. Est-ce que vous voyez les choses aussi comme ça ? Pas tout à fait, parce que je pense que ces chefs d'aujourd'hui, les jeunes chefs à la mode qui passent les concours, etc., en fait, ne connaissent pas leur gamme. En matière de musique, il y a quand même beaucoup, beaucoup plus de très grands interprètes que de très grands compositeurs. Et avant d'être compositeur, il faut être très bon interprète. Et je pense qu'avant d'être un créateur en matière de cuisine, il faut savoir faire une mayonnaise, il faut savoir faire un pâté, ce qu'on appelle aujourd'hui pâté en croûte, mais il faut dire pâté tout court. Il faut savoir faire un beurre blanc, ce qui n'est pas si simple que ça. Et après, on peut inventer. Et en général, quand vous interrogez quelques grands chefs, donc j'évoquais Joël Robuchon, Paul Bocuse, Guy Savoy aujourd'hui, tous, si vous parlez avec eux, ils parlent de leur mère et du fait qu'ils étaient dans les jupes de leur mère quand ils étaient petits, qui était cuisinière professionnelle pour cela, mais non pas Robuchon, sa mère n'était pas cuisinière professionnelle, Guy Savoy et Bocuse, oui, ou plein d'autres, et ils ont appris le goût de la bonne chose et du travail bien fait par leur mère. Et puis ensuite, la plupart ont été en apprentissage très très dur. Et c'est après, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui se sont mis à leur compte, soit reprenant la vieille maison familiale, soit créant quelque chose. Là, j'ai un très bon exemple. On peut citer le nom d'un jeune chef. Mais on peut citer le nom d'un jeune chef dans l'espoir qu'il nous écoute et qui va tous nous inviter à dîner. Il y a un très jeune chef qui vient très jeune, il a 35 ans, qui vient de s'installer dans le 9e arrondissement de Paris. Il s'appelle Benjamin Schmitt et son restaurant s'appelle Hectare. Il se trouve que je connais ses parents, que je l'ai vu naître pratiquement, mais j'ai un peu suivi sa carrière. Il voulait absolument être cuisinier. Il se trouve que sa mère fait très bien la cuisine, donc ça vient de sa mère. C'est le Benjamin de la famille, mais ça vient de sa mère. Et ensuite, alors, il a fait un CAP dans un lycée hôtelier. Et puis après, il a fait 15-20 maisons. Et restant 6 mois, 1 an, comme beaucoup de jeunes le font, faisant le tour de France, il est allé, et à chaque fois en montant d'une marche dans la qualité des maisons. Et il a terminé comme numéro 2 d'un restaurant 2 étoiles, qui est le restaurant du Péninsula, et il vient de s'installer à son compte. Et j'ai mangé 2 fois, ça fait 2 mois qu'il est ouvert, j'ai mangé 2 fois chez lui. C'est une cuisine inspirée, et simple, d'évidence. Enfin, on a du plaisir à manger et on voit que lui prend un immense plaisir à faire une cuisine dans laquelle on sent qu'il y a toutes les bases. Justement, il fait un pâté, par exemple, au canard et au foie gras, mais c'est un sens de l'équilibre absolu avec sa personnalité qui est de relever un peu les plats. Aujourd'hui, la mode est de ne pas trop relever, pas trop d'épices, etc., ou alors des épices douces à la manière de Rollinger à Cancale. Mais lui, il fait une cuisine. Il fait les choses qu'il aime manger, et un bon chef peut se mettre à table tous les jours devant sa propre cuisine, mais qui est une cuisine où on sent qu'il y a toutes les bases derrière. Il a fait ses gammes, et donc il commence à être timide. Il fait un cassoulet, par exemple, en plein été, manger un cassoulet, personne n'oserait prendre ça, et c'est tombé à la renverse. Donc voilà, je pense qu'il faut aujourd'hui, malheureusement, ces concours Masterchef, etc. On vous dit soyez créatifs, un peu comme on dit aux enfants à l'école maternelle, tiens, dessine-moi le printemps. Alors le gamin fait un gribouillis vert sur le papier et les grands-parents encadrent ça à la maison, regardez comme c'est un génie, c'est un futur Picasso. Je pense que malheureusement, trop de gens dans ces métiers-là veulent sauter les étapes et veulent être créatifs alors qu'ils n'ont pas les bases. Alors laissons une minute les restaurants où on peut se régaler avec les plats que vous venez de nommer. Et revenons-en à
par la gastronomie populaire au manger populaire, si je puis dire, la manière de se nourrir populaire. D'abord, vous avez écrit sur la châtaigne au tout début de votre... qui a été la base de la nourriture de beaucoup d'endroits. Je me souviens de Jean-Pierre Chabrol qui me racontait que dans ses Cévennes, c'était fromage châtaigne le midi et le soir châtaigne fromage. Et le lendemain... et le dimanche au temple. Et le dimanche au temple, exactement. Et que tous les jours, ajoutait-il, comme me disait mon père, disait Jean-Pierre Chabrol, tous les matins, en se levant, on se disait, c'est pas la peine que je me lève parce que je ne vais faire que des bêtises toute la journée, ce qui est une illustration de la culture calviniste. Oui, voilà, tout à fait. Mais là, dans beaucoup d'endroits, pour des raisons matérielles faciles à comprendre, pas seulement des raisons d'argent, mais aussi des raisons de voyage des produits, on mangeait pauvre, si je puis dire, mais pauvre dans tous les sens du mot. Comment est-ce que la manière dont les classes populaires et les classes moyennes ont enrichi leur façon de se nourrir, comment et quand tout ça est arrivé ? Alors, je pense qu'il y a un aller-retour entre la haute société, l'aristocratie, et le monde paysan, qui s'est produit en particulier dans les régions où il y avait suffisamment d'aristocrates qui habitaient sur place. Le Val-de-Loire, par exemple, qui est une région où il y a beaucoup de châteaux, où beaucoup d'aristocrates, même encore aujourd'hui, beaucoup de châteaux sont habités par des descendants des familles qui remontent à plusieurs siècles. Je pense que dans ces familles, il y avait des cuisinières, il y avait des cuisines, il y avait parfois pour les très grandes familles des brigades. Là, le passage de la cuisine populaire à la cuisine aristocratique et vice-versa, des savoir-faire aristocratiques venus de la cour, passer ensuite dans les maisons de campagne de cette aristocratie et ça descend jusqu'au peuple. Donc finalement, en Val-de-Loire, jusqu'il y a 50 ans, les familles paysannes savaient faire de la bêchelle, avec des riz de veau, avec des rognons, etc. Aujourd'hui, je suis pas sûr que... Je suis pas sûr qu'on sache. Moi-même, d'ailleurs, la bêchelle, je ne sais pas ce que c'est. Mais il faut de la crème. Il faut de la crème. Non, mais c'est une sorte de ragoût d'abats absolument magnifique, et de solilès de volaille, de rognons et de riz de veau, c'est une splendeur. Mais il y a un savoir-faire, parce qu'il faut que la sauce qui lie ces éléments ne soit pas trop lourde, soit suffisamment aromatisée, ne masque pas le goût des éléments. Et donc ça, c'est un plat de la cuisine traditionnelle populaire du Val-de-Loire, mais qui est aussi un plat qui plonge ses racines dans la grande cuisine de cour de Versailles. Alors il y a des régions où il n'y avait plus d'aristocrates, ou des aristocrates trop pauvres, et donc cet aller-retour entre le haut du panier et le bas du panier ne s'est pas fait. Néanmoins, on continuait à cuisiner dans toutes les campagnes françaises jusque dans les années 60. C'est à partir des années 60 que ça s'est terminé. Quand j'étais étudiant, j'ai fait les vendanges en Bourgogne, et dans plusieurs familles, j'étais resté longtemps, dans plusieurs familles, c'est la mère de famille qui faisait la cuisine pour tous les vendangeurs. Et c'était de la vraie cuisine, du bourguignon, de la blanquette de veau, des terrines, etc. C'était fait, des tartes, c'était fait maison. Aujourd'hui, c'est terminé. D'ailleurs, on ne nourrit plus les vendangeurs, donc ils apportent leur sandwich ou leur McDo. Malheureusement, dans les familles vigneronnes, il est très rare qu'on sache cuisiner. Donc on produit des vins toujours meilleurs, qu'on accompagne, les gens ne savent pas très bien recevoir chez eux, hélas. Donc ils vont au restaurant parce qu'ils en ont les moyens maintenant, et puis ils s'arrangent avec le cuisinier avec un droit de bouchon pour apporter leur vin. Mais c'est pas la même chose. Je trouve que c'était formidable d'être reçu chez les vignerons quand on était client, et de manger à leur table. Et alors là, il y avait un dialogue entre la cuisine et le vin qui n'existe plus aujourd'hui. Et je pense qu'on est en train de perdre ces traditions familiales, aussi bien d'ailleurs en ville qu'à la campagne. C'est pareil. Alors en ville, il y a un phénomène nouveau, c'est que un certain nombre de jeunes cuisinent, des hommes en particulier, ce qui n'était pas... Moi, je cuisinais parce que quand j'étais étudiant, mais j'étais le seul. Ça paraissait bizarre, d'ailleurs, qu'un garçon qui cuisine. Maintenant, c'est fréquent. Au marché Maubert, juste à côté d'ici, le samedi matin, il y a plein de jeunes hommes entre 30 et 50 ans qui font leurs achats, et puis ça discute avec le commerçant. On n'achète pas n'importe quoi. Il y a des vrais connaisseurs. En revanche, en semaine, il n'y a que le 4
quatrième âge qui fait les courses. Béatrice Gibelin. Oui, la question justement de l'alimentation des pauvres. On voit bien la très grande différence entre justement, on va dire, des trentenaires ou des jeunes hommes à pouvoir d'achat, puisque vous parlez de Paris et de Maubert, qui vont aller choisir les bons légumes, la bonne viande, les bons poissons, mais ça fait quand même des notes qui sont importantes. Et puis, il y a des tas de gens qui n'ont pas les moyens de faire ces 5 fruits et légumes par jour. Et donc, on a une alimentation qui se traduit d'ailleurs dans l'état de santé et dans l'espérance de vie entre, effectivement, ceux qui ont un capital, on va dire, culturel et financier qui va leur permettre de le très bien manger, et puis l'inverse, avec justement la tradition familiale qui n'a pas existé, parce que je pense que c'était pas dans tous les milieux qu'on savait faire une blanquette de veau ou autre. Voilà, moi j'appartiens à une famille, ça m'a amusé quand vous avez parlé du beurre, parce que quand je demandais à ma mère une recette, elle disait tu prends un bon morceau de beurre. Et toutes les recettes commençaient toujours par ça. Évidemment. Bon, tu commences par un bon morceau de beurre. Bien. Mais pour aujourd'hui, quand même, on a une alimentation avec de très grandes différences. Où aujourd'hui, la population a faible pouvoir d'achat, pauvre, elle s'alimente mal, on le sait, avec des sodas, avec du gras industriel, enfin bon, tout ça. Ce qui pose un problème de santé public qui est très, très important. Et comment on peut... Et le deuxième volet de ça, c'est ce qu'on appelle les fast-food. Moi, j'ai été effarée du nombre de fast-food aujourd'hui et qui sont fréquentés par presque tout type de milieu. Je dirais c'est un des rares lieux de forme de mixité. Le jeune trentenaire qui rentre à 9h du soir, il va prendre aussi son McDo et les gamins, ils iront au McDo. Je veux dire, à la limite, c'est l'IKEA de la nourriture, si vous voulez. Et comment ça peut évoluer? Alors, oui, moi je pense qu'effectivement, la France est le premier pays consommateur de hamburgers et numéro 1 des succursales McDonald's. Dans le monde, hein, plus qu'aux États-Unis. Bon, ce constat très pessimiste que vous faites, je pense qu'il faut le nuancer, en particulier dans les familles immigrées. Je pense qu'on maintient des traditions culinaires dans les familles immigrées, celles qui sont structurées. Là où il y a un père, une mère et les enfants qui, même si parfois ils font des bêtises, rentrent à la maison quand même et sont contents d'avoir le couscous ou le tiboudienne de leur mère. Je crois que c'est très important. Il y a une cuisinière parisienne, Fatemah Hall, que vous connaissez peut-être, qui est anthropologue aussi, qui est dans le 11e arrondissement, au Mansouria, son restaurant, qui fait la cuisine marocaine de sa mère et qui en a fait son fonds de commerce à la fois professionnel, culinaire, et en même temps un sujet de thèse, plusieurs sujets de thèse, où il y a un très beau livre sur la cuisine du Ramadan, qu'elle a fait avec des recettes. Je crois que, alors que dans les familles très modestes, de vieilles souches françaises, quand on voit dans la grande distribution le contenu des caddies, on est un peu effrayé parce que ce sont des produits qui coûtent finalement assez cher, que ce soit des pâtisseries industrielles, de la pizza surgelée ou n'importe quoi. Ça n'est pas très bon pour la santé, mauvais gras, etc., plein d'additifs, c'est cher, et surtout, ça ne dit rien sur le plan culturel. C'est simplement des calories, des vitamines, des glucides, pas très équilibrés, et au fond, ça ne peut pas créer de lien social. Pourquoi on a fait classer en 2010 le repas gastronomique à l'UNESCO? C'est pas du tout pour affirmer une espèce de supériorité de la France, c'était vraiment, et c'est marqué dans le dossier UNESCO, pour faire un petit électrochoc à tous les Français en leur disant « Vous avez une réputation mondiale, nous avons des traditions, et vous vous laissez aller à manger n'importe quoi. Reprenez le chemin de vos marchés, de vos cuisines, de vos casseroles, de vos tables, faites à manger pour votre famille, pour vos amis quand vous les recevez, et ne laissez pas perdre cet élément majeur de la culture française. » Mais sinon, c'est vrai que c'est assez inquiétant, cette perte
perte de talent et qui donne en plus, qui non seulement procure du plaisir, mais donne une nourriture en général plus équilibrée, plus saine pour la santé et permet de vivre plus vieux, d'autant plus qu'aujourd'hui, tout ça, on est accompagné par des médecins. Mais maintenant, malheureusement, beaucoup de gens sont obligés de se faire soigner parce que leur alimentation est déséquilibrée et qu'ils ont commis des excès de tel ou tel ingrédient. François Bujon de l'Étang. Oui, si on pense à nos rapports avec le reste du monde, vous avez dit tout à l'heure en passant que la France avait exporté dans le monde sa gastronomie, les grands chefs, etc., de façon assez libérale d'ailleurs, parce que ça a été vrai depuis longtemps, ce n'est pas seulement un phénomène récent. Mais la France est assez bonne aussi pour l'importation, comme le montre d'ailleurs, hélas, le déficit croissant de notre balance des paiements. Et en matière gastronomique, au fond, il y a eu des phases dans l'histoire où nous avons importé beaucoup d'influences ou beaucoup de produits étrangers. Je pense par exemple au maïs, qui a été découvert finalement avec les grandes découvertes à l'époque de la Renaissance ou un peu plus tard, et qui a été très bien importé, très bien intégré dans la campagne française. Il y a beaucoup d'intégration réussie en matière d'importation gastronomique. Je voulais savoir quel jugement vous portez là-dessus. Est-ce que la cuisine française, qui a la qualité aussi d'évoluer et d'avoir périodiquement des révolutions culturelles, est ouverte et est capable de se laisser influencer par d'excellents apports provenus du reste du monde ? Je pense que là, vous posez une question qui est plus large sur la géographie culturelle. On est habitué à réfléchir à ça. C'est-à-dire que quand une culture est solide, elle est vivante, et par conséquent, elle est capable d'intégrer sans se trahir. Parce qu'elle est sûre d'elle. Parce qu'elle est sûre, parce que elle est capable d'intégrer les ingrédients nouveaux. Vous avez parlé des ingrédients d'origine américaine qui sont arrivés par l'Espagne et le Portugal, puis ensuite en France. Donc c'est la tomate, c'est le haricot, c'est le maïs qui sert à engraisser les oies. Donc pas de foie gras sans maïs, pas de confit de canard sans maïs, donc pas de cassoulet. Le cassoulet est totalement américain, mais sur une base occidentale qui est le ragoût de fèves, comme on faisait depuis l'Antiquité. Mais cette capacité à intégrer des idées, des produits nouveaux n'a d'intérêt que si une cuisine est solidement établie et qu'il y a des gens pour l'interpréter avec de la culture, je dirais, la culture technique et gustative derrière. Si c'est sans culture, c'est plaqué et ça devient totalement artificiel. Quand en musique, c'est pareil. Lorsque Puccini intègre de la musique japonaise ou chinoise dans Turandot ou dans Butterfly, c'est parce qu'il a une petite culture musicale occidentale et que ça passe très 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 bien, cette intégration. Mais si vous intégrez une épice nouvelle que vous avez découverte au cours d'un voyage au fin fond du Sikkim ou du Bhoutan, plaqué sur une médiocre cuisine française ou occidentale, ça donne pas grand-chose de bon. Donc, toute importation nouvelle, les mots, c'est pareil. Une langue vivante, c'est une langue qui intègre des mots nouveaux, mais n'importe qui ne peut pas le faire. Sinon, ça donne le franglish d'aujourd'hui qui est un sabir, oui, c'est ça. Voilà, intégrer un mot nouveau, c'est formidable, mais créer un mot nouveau, Balzac a passé sa vie à créer des mots nouveaux, mais avec quel talent! Alors, dans les pays qui ont, me semble-t-il, connaissent un grand changement en matière de cuisine, il me semble que la Grande-Bretagne se place un peu en tête. Je me suis souvenu d'une chanson qui s'appelle « Un souper chez les Borgia », où couplet après couplet, on voit tout le monde mourir, évidemment, empoisonné, sauf deux qui ne meurent pas. Et quand on veut savoir pourquoi ils ne meurent pas, ils chantent, mais vu qu'on a vécu en Angleterre, on est immunisé, disent-ils. Et je me souviens que quand j'avais 14 ans, la cuisine britannique, c'était vraiment très peu de choses. Le steak and kidney pie, fish and chips, à part les petits déjeuners, qui étaient pas très bons, mais copieux et variés. Et aujourd'hui, toutes les cuisines sont en Grande-Bretagne. Mais est-ce que ça a donné une cuisine britannique ou est-ce que ça a donné un foisonnement de cuisine étrangère, généralement très, très bien exécutée? La cuisine britannique, elle existe. Hein. C'est une cuisine largement héritée du Moyen-Âge, qui n'a pas beaucoup évolué au temps moderne et à la période contemporaine, et
compte tenu de l'histoire coloniale de l'Angleterre et de l'ouverture internationale du Royaume-Uni, beaucoup de cuisines étrangères sont venues s'implanter en Grande-Bretagne, donc la cuisine chinoise, Chinatown à Londres, ou les cuisines indonésiennes aux Pays-Bas, c'est pareil, parce que les Pays-Bas ont une histoire comparable, ou la cuisine indienne, évidemment, qui est entrée, mais il reste quelques plats anglais qui, lorsqu'ils sont bien interprétés, on les trouve par exemple dans les collèges de Cambridge et Oxford, où les professeurs qui sont tous marxistes sont quand même très très attachés à bien se nourrir et avoir les meilleurs clarets à la fin du repas, les meilleurs vieux Porto, etc. Et de dire le Benedicite en latin avant de se mettre à table. On mange par exemple le Yorkshire pudding, des choses comme ça qui sont formidables. Le bread and butter pudding qui est une sorte de pain perdu, mais quand c'est bien fait, c'est formidable. Et puis je trouve que dans les pubs, les vieux pubs anglais, un pie bien fait, c'est très très bon. Un fish and chips, même servi dans une page du Times, ça peut être bien fait, à condition que ce soit pas trop dégoulinant de gras, que le poisson soit frais, mais ça peut être très 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 bon. Et c'était meilleur avant que Rupert Murdoch n'achète le Times. Oui, alors peut-être. Marc-Olivier Padis. Je voudrais vous interroger sur le développement de la recherche sur la gastronomie. C'est devenu un champ d'études absolument spectaculaire. Alors, vous avez fait partie plutôt des pionniers en la matière, mais aujourd'hui, on voit vraiment un développement sur même les relations internationales, l'histoire économique, les modèles économiques autour de l'alimentation, les questions sociales, culturelles. C'est vraiment impressionnant. Comment est-ce que vous expliquez cette floraison d'intérêt du milieu de la recherche et universitaire pour cette question ? Oui, je pense que dans les sciences humaines, il y a eu quand même une ouverture extrêmement large sur plein de sujets qui n'étaient pas traités auparavant. J'ai cité tout à l'heure Jean-Louis Flandrin, paix à son âme. Jean-Louis Flandrin, qui était directeur d'études à l'EHESS et professeur à Paris 7, je crois aussi, ou Paris 8, oui. Jean-Louis Flandrin a commencé par être un historien de la sexualité. Et à l'époque, c'était dans les années 60, ça apparaissait comme curieux quand même. Et puis, l'âge venant, d'ailleurs, ses collègues historiens se sont un peu moqués de lui. Ah bon, maintenant, t'es trop vieux pour la sexualité, donc tu t'occupes de ce que tu as dans ton assiette. Mais il a été le grand historien de la cuisine. C'est lui qui a vraiment montré la révolution culinaire du temps de Louis XIV en analysant de manière très scientifique les recettes et la proportion du beurre dans les recettes. Et il a lancé énormément de recherches, il a eu beaucoup d'élèves, il avait un séminaire extrêmement couru, très, très recherché à l'EHESS. Et donc moi, il se trouve que moi je voulais être cuisinier quand j'étais petit, et donc j'ai fait une thèse sur le châtaignier, je me suis intéressé au paysage. Dans la châtaigne, il y a évidemment de l'alimentation, mais c'était quand même une alimentation très, très rustique. Et donc c'est en devenant professeur que je me souviens, quand j'ai été recruté, j'avais dit au jury qui me recrutait, c'était dans la même université où j'avais fait ma carrière de maître de conférence, il dit, maintenant, je vais m'intéresser à la gastronomie. Et ils ont levé les bras au ciel. Non, mais c'est pas un sujet, ça. En plus, vous allez au Japon régulièrement, travailler sur le Japon, il y a pas assez de chercheurs. Ça, c'est sérieux, c'est de la géographie. Donc, je lui ai dit, oui, bien sûr, mais j'avais très envie de travailler sur la gastronomie et sur le vin. Sur le vin, il y a eu plus de recherches. Il y avait eu Roger Dion, qui avait une chaire au Collège de France, où pendant 10 ans, il a enseigné sur l'histoire de la vigne et du vin en France. Mais il n'y avait plus grand-chose depuis. Et certains pensaient qu'il n'y avait rien de nouveau à trouver. Or, le monde du vin a évolué de façon inimaginable, ne serait-ce que par des plantations nouvelles dans le monde entier. Maintenant, il y a peu de pays dans lesquels il n'y a pas de vin. Il doit y avoir l'Arabie Saoudite et le Qatar. Mais sinon, il y a du vin partout, y compris, on produit du vin en Pologne, on produit du vin au Danemark, produit en Angleterre, de plus en plus. Les Champenois investissent maintenant dans la terre en Angleterre parce que le climat, à la faveur du réchauffement climatique, on peut produire du bon vin. Hokkaido, l'île du nord du Japon, où il y a 5 mètres de neige en hiver, comme la saison froide se rétrécit, on plante des cépages rhénans avec des résultats magnifiques. Donc,
dans toutes les sciences humaines. Alors, vous vous souvenez sans doute que Jacques Lang avait créé, lorsqu'il était député maire de Blois, un festival d'histoire qui s'appelle les Journées d'histoire de Blois, qui existe depuis maintenant une trentaine d'années. Et moi, j'y suis allé un certain nombre de fois parce que je connaissais le directeur. Et donc, la deuxième ou troisième année, fin des années 90, le thème était l'alimentation. Et ça a eu un grand succès. Et à l'époque, Jacques Lang était non seulement ministre de la Culture, mais de l'Éducation nationale. Il a créé un centre de recherche à Tours, qui s'appelle l'Institut européen d'histoire et des cultures alimentaires, où il y a des chercheurs de toute l'Europe qui se réunissent régulièrement pour des colloques, pour des publications, pour des rencontres alors, qui ont lieu à Tours, mais aussi dans d'autres villes du réseau. Et il y a des chercheurs de toutes disciplines, des sociologues, des historiens, des géographes, des archéologues, des économistes, des anthropologues. Donc, c'est devenu un champ présentable. Moi, quand j'ai commencé, j'avais fait un colloque en 89 sur l'histoire et la géographie des restaurants. Ça m'a fait sourire dans mon université. Et en fait, il y a eu tellement de demandes de participation et de communication que ça a donné un livre énorme publié chez Glénat. C'était une première dans la discipline. Mais je pense qu'on ne fait de la bonne recherche que sur des sujets qu'on aime. Et donc moi, je m'intéressais à ce que j'avais, je m'intéresse toujours à ce que j'ai dans mon verre et dans mon assiette. Donc je trouve que c'est un moyen de progresser dans la recherche plutôt que de se forcer à faire des choses ennuyeuses. Alors, puisqu'on vient de parler du vin, et vous avez souligné que c'est un des domaines dans lesquels il y a les changements les plus impressionnants dans le monde et aussi en France, mais changement de quantité, vous l'avez dit, quantité de pays, je veux dire, qui sont devenus ou redevenus, comme l'Angleterre, qu'il était du temps où il y avait du temps catholique, avant qu'Henri VIII ne chasse les moines, on faisait du vin très naturellement en Angleterre. Et le climat était plus chaud. Oui, mais ça, malheureusement, ça n'est pas... Ça, c'est pas Henri VIII. C'est hors de... Oui, c'est pas Henri VIII. Et aussi changement dans la qualité des vins. Vous avez parlé tout à l'heure, en vous en moquant quelque peu, des partisans et des praticiens de la biodynamie et qui se promènent tout nus les nuits de pleine lune en mettant de la crotte de vache dans des cornes, ce qui est une distraction qui ne fait de tort à personne. Mais ce qui me frappe, si vous permettez, c'est aussi le fait que beaucoup de vignerons soient allés chercher des cépages qui étaient ou des cépages oubliés ou des cépages maudits, et que là-dessus... Modeste peut-être. Modeste éventuellement, mais que aussi là-dessus, à la française, l'administration, en interdisant un très grand nombre de cépages, a joué un rôle qui, à mon avis, dépassait et ses compétences et qui ensuite s'est, comme souvent dans l'administration, traduit par une espèce de mentalité policière qui nous a privés longtemps de beaucoup de cépages. Est-ce que vous... Ah, ça, c'est un vaste sujet. Je pense que l'administration, l'Institut national des appellations d'origine, qui a une influence sur toute l'Europe, puisque les AOP, appellations européennes, viennent des AOC françaises, et que maintenant, dans le monde entier, en gros, on se rapproche de ce modèle français inventé en 1936. Enfin, entre le début... ça a commencé avant la Première Guerre mondiale, et ça se termine en 1936 avec le grand décret-loi sur les AOC et la création de l'INAO, qui a pour but de faire ressembler ce qu'il y a dans la bouteille à ce qu'il y a sur l'étiquette. C'est-à-dire que si c'est marqué Gevrey-Chambertin, c'est forcément du Gevrey-Chambertin, sinon on est puni. Et si c'est une alouette de Gevrey-Chambertin mélangée à un cheval de vin d'Algérie ou de vin du Languedoc, c'est répréhensible. Donc ça a été très bien. Pratique qui a été longtemps bien entendu. Et ça a duré après la loi aussi. Il y a eu plein de gens condamnés. Bah oui, ce qu'on appelait hermitager. Le vin de l'Hermitage et de Châteauneuf-du-Pape servait à renforcer la couleur et le degré alcoolique des vins de France du Nord, et en particulier de Bourgogne ou de Champagne, qui étaient particulièrement fluet léger. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'était une bonne chose. L'État a joué son rôle en disant, nous allons garantir, en nous appuyant sur les syndicats locaux, et ils ont défini les zones d'appellation, telle parcelle aura droit, telle parcelle n'y a pas droit. Donc tout ça a été fait sérieusement, et à la demande des professionnels.
de tous les professionnels, pas seulement les vignerons et leurs syndicats, mais les négociants. Les négociants étaient plus réticents, évidemment, puisque c'est eux qui faisaient les tripatouillages louches, mais aussi des sommeliers, des restaurateurs et des clients éclairés. Pas tant que ça, d'ailleurs, mais enfin des amateurs éclairés. Alors, le problème, c'est que maintenant, on est 80 ans, 90 ans après ces différentes lois sur l'honnêteté du contenu de la bouteille par rapport à l'étiquette. Et le problème, c'est que l'administration française, comme vous venez de le dire, extrêmement bureaucratique, empêche les évolutions. Donc, je vais prendre un exemple qui est celui des lois d'Urbach. Il vient de mourir, hélas. Très grand vigneron de la région des Baux-de-Provence, et qui a décidé de reprendre une tradition dont il avait vu qu'elle existait dans les textes, c'est-à-dire de mettre du Cabernet Sauvignon dans son vin de Provence. Or, les décrets d'appellation ne prévoyaient pas le Cabernet Sauvignon, parce qu'il avait disparu en 1936. Or, lui a fait des vins exceptionnel. Il a été le professeur de viticulture de plein de vignerons formidables de la région, dont Madame Auvette, par exemple. Mais lui, on lui a retiré l'appellation contrôlée. Il n'a jamais eu droit à l'appellation Baux-de-Provence, alors qu'il faisait des vins admirables, ses descendants le font toujours, des vins admirables, qu'il vendait beaucoup plus cher que les autres, tellement ils étaient bons, et exportés dans le monde entier, et on lui a interdit. Et alors, c'est le premier, ça remonte à 30 ans, cette affaire. Il a dit, je m'en fiche, je mettrai 20 pays des Bouches-du-Rhône, et puis ça ira très bien. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de grands vignerons français qui quittent la réglementation sur les appellations d'origine contrôlée, mais ils ont un nom réputé. Les sommeliers se battent pour avoir leur vin dans le monde entier. On importe leur vin, et donc il dit moi je m'en fiche des appellations contrôlées. C'est mon nom et le vin que j'aime, que je fais, et voilà. Alors il y en a qui réussissent à faire changer la loi, comme par exemple Jean-Michel Deiss en Alsace, qui lui a voulu reprendre une tradition d'avant le phylloxéra en Alsace, qui est celle du complantage des différents cépages alsaciens dans la même parcelle. Donc il a fait ça dans ses grands crus. C'est interdit par la loi. Mais lui, il l'a fait, et comme il était l'un des plus réputés de l'Alsace, ça a fait beaucoup de bruit en Alsace, mais on ne l'a jamais condamné. Il continue à mettre le nom du Grand Cru et Alsace contrôlée, appellation contrôlée, sur l'étiquette. Mais il est un des seuls à faire ça, avec un petit problème parce qu'il y a souvent beaucoup de sucre résiduel, puisque les cépages ne mûrissent pas en même temps. Et que si on les complante, on est obligé de tout vendanger en même temps. Donc on attend très tard, et à ce moment-là, on a des raisins qui sont surmûris, et ce qui fait du sucre résiduel. Mais ça avait un parfum extraordinaire. Sur un fromage, un vin de Jean-Michel Deiss sur un Münster, c'est une merveille. Eh bien, le jour où la Romanée Conti aura pour étiquette 20 pays de Bourgogne, malheureusement, son prix ne baissera pas. Jean-Robert Pitt, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je recommande votre Atlas gastronomique de la France, votre dictionnaire amoureux de la Bourgogne, dont nous avions dit du bien ici, et de nombreux autres de vos livres, mais peut-être je cite celui sur le Japon, on le trouve toujours ? Oh, je crois pas. Non, c'était un manuel que j'avais fait pour les étudiants de classe préparatoire. Il faudrait le réécrire, mais il y a d'autres collègues. Je pense à Philippe Pelletier qui a écrit des livres magnifiques sur le Japon. Donc voilà, moi je me contente de pratiquer le Japon. Merci à Étienne Billon avec qui cette émission a été préparée, à Benoît Carré qui va en assurer le compendium. Nicolas Tourneau veille à notre site, et Dieu sait s'il a du travail en ce moment. Tandis que Olivier Magloire veille à répondre à tous ceux de nos auditeurs qui sont aussi nos contributeurs, au nombre desquels vous pouvez toutes et tous vous ajouter. Et merci à Adrien Beccaria qui, pour le studio L'Arrière-Boutique, a enregistré cette conversation, tandis que Nouvelles Écoutes et Julien Neuville l'ont produite. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission thématique.